Imaginez que vous preniez plusieurs kilos en quelques jours avec des jambes qui gonflent et des chaussures qui ne ferment plus. La cause, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le foie, mais c'est les reins. Ce trouble, c'est le syndrome néphrotique, une maladie rare, souvent spectaculaire et pourtant très méconnue. Pour en parler, j'ai invité l'un des plus grands spécialistes français du sujet, c'est le professeur Vincent Audard, qui est néphrologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, où il dirige un centre de référence sur le sujet. Ensemble, on va tenter de vous expliquer ce qui se joue derrière cette maladie du rein qui laisse filer des protéines dans les urines. Bienvenue dans le Néphro Social Club pour ce premier épisode de 2026. Avec un épisode chaque semaine qui sort tous les mercredis, vous pouvez nous écouter en podcast audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Podcasts et Google Podcasts et nous voir en vidéo sur YouTube. Pensez à vous abonner et à laisser une note, ça vous prend que quelques secondes et c'est ce qui me permet de continuer à développer le podcast et de vous proposer des contenus toujours plus qualitatifs. Allez, c'est parti pour parler de syndrome néphrotique avec le professeur Vincent Audard. Bonjour Vincent, Bonjour Anthony. bienvenue dans le podcast. Tu es professeur de néphrologie à l'hôpital Henri Mondor et tu es responsable d'un centre de référence sur le syndrome néphrotique. C'est le sujet du jour qu'on va aborder au fur et à mesure. J'essaye de faire participer des gens experts, très compétents et aussi des gens que j'aime bien. Et tu ne le sais pas, mais je vais te le dire aujourd'hui. Si je suis néphrologue, c'est en partie grâce à toi, parce qu'à l'époque, j'étais externe à Mondor et tu m'avais donné envie de faire ton métier. Et donc voilà, je tenais à te le dire aujourd'hui. Je Bah, tiens écoute, à dire à tout le monde que tu ne savais pas, donc je te le dis non, vraiment je aujourd'hui. ne savais pas, que je suis ravi effectivement de voir que certains étudiants qui passent, dans le service de néphrologie et de l'UFR de santé Paris à Créteil, deviennent des néphrologues suite à un stage en néphrologie, parce qu'effectivement ça reste une spécialité un petit peu, méconnue. Et c'est vrai que le fait de pouvoir passer en stage, voilà, dans un service, ça permet, de voir l'intérêt de cette discipline, qu'on est vraiment une discipline transversale à la frontière avec de nombreuses spécialités, et une spécialité passionnante. Exactement, et ça crée des vocations. Et je suis sûr que je Exactement, suis ouais, pas le seul. pas mal. Aujourd'hui, on va donc parler de jambes qui gonflent, plus précisément en termes médicaux, d'œdème des membres inférieurs et du syndrome néphrotique. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire pourquoi les jambes, elles peuvent gonfler? Alors effectivement, les jambes gonflent, il y a pas que les jambes qui gonflent, c'est effectivement les jambes, c'est l'accumulation d'un fluide, qui est visible à l'œil nu ou qui est palpable par le médecin, voire même, par le patient, et ça va demander une démarche diagnostique assez minutieuse, parce qu'il y a de multiples causes qui peuvent être responsables d'un gonflement, des jambes, et notamment, des causes rénales, mais pas que, rénales. Et est-ce qu'on a des différents types d'œdème, en termes de consistance, en termes de couleur? Alors, tout à fait, il faut bien distinguer, on peut avoir des œdèmes qui sont plutôt unilatéraux, asymétriques, un seul côté, qui doivent être distingués des œdèmes bilatéraux. Dans les causes, unilatérales, c'est plutôt des causes locales, inflammatoires, vasculaires. Parfois, ça peut être un obstacle au bon passage du sang dans la veine, qui va entraîner un œdème. C'est ce qu'on voit dans les insuffisances, veineuses, suite par exemple à des épisodes de thrombose, de caillots qui se forment dans les veines, et donc dans ces cas-là, on aura plutôt des œdèmes, unilatéraux. Ça peut être une cause inflammatoire, une infection. À côté de ça, on a des œdèmes bilatéraux, qui sont le plus souvent symétriques, qui sont le plus souvent déclives, c'est-à-dire qui sont très prononcé, quand on est en position, debout, et lorsqu'on est, en position allongée, après la nuit par exemple, on a plutôt tendance à voir le fluide qui va s'accumuler non plus dans les jambes, mais plutôt au niveau des lombes, voire même lorsque la cause est très, très, importante et qu'on a une fuite très, très importante de protéines, ce qui est le cas dans le syndrome néphrotique. Les œdèmes peuvent même parfois toucher, le visage avec, un œdème des paupières, qui est parfois très impressionnant. Très bien. Donc, tu évoquais les mécanismes. Souvent, dans l'imaginaire des gens, les œdèmes, c'est souvent un problème au cœur. Parfois, certains savent que ça peut être un problème hépatique. Et rarement, les gens connaissent les causes rénales et notamment donc cette maladie, le syndrome néphrotique. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est? Alors c'est vrai que, devant la survenue d'œdèmes des membres inférieurs, il convient d'éliminer un certain nombre d'étiologies, quand c'est, bilatéraux. Donc la première cause, la cause la plus classique, je dirais connue du grand public, c'est plutôt la cause cardiaque. C'est assez logique parce qu'effectivement, on est dans une situation d'insuffisance, cardiaque. Le débit
de sang qui arrive aux reins est moins important. Et là, il y a des mécanismes de régulation neuro-hormonaux qui se mettent en jeu et qui vont permettre de réabsorber du sel et de l'eau au niveau des reins. Donc ça, c'est ce qu'on voit au cours de l'insuffisance cardiaque. Une autre cause à pas méconnaître sont les problèmes hépatiques, les problèmes liés à des maladies du foie, notamment la cirrhose à un stade évolué, où là encore, c'est lié à des problèmes de dilatation de certains vaisseaux et notamment lié initialement à l'hypertension dans la veine porte, qui va conduire secondairement à une rétention d'eau et de sel. Et puis la troisième cause qui nous intéresse surtout aujourd'hui, qui est le syndrome néphrotique, et qui demande finalement la réalisation d'un examen assez simple, parce que dès qu'on a des œdèmes des membres inférieurs, le réflexe, si on pense à une cause rénale, c'est de faire une bandelette urinaire qui permet de détecter le taux de protéines dans les urines. Et effectivement, le syndrome néphrotique est lié à la perte massive de protéines dans les urines, qui va conduire à la survenue avec des mécanismes physiopathologiques assez complexes, à la survenue d'œdèmes des membres inférieurs, parfois très très importants, qui peuvent être responsables d'une prise de poids très importante. Est-ce que c'est une maladie rare? Alors oui, le syndrome néphrotique, en fait, c'est un syndrome. Comme son nom l'indique, le nom syndrome, c'est un ensemble de symptômes et le syndrome néphrotique idiopathique, c'est une cause de syndrome néphrotique, mais il y a plusieurs autres causes de syndrome néphrotique. Donc la définition du syndrome néphrotique, qui est universelle et qui est reconnue par, l'ensemble des cliniciens, néphrologues, mais pas que néphrologues, c'est une protéinurie très, très importante. On parle de protéinurie supérieure à 3 grammes par jour, alors que la protéinurie normale qu'on peut détecter physiologiquement est plutôt de l'ordre de 0,15, 0,30 grammes par jour. Donc vous imaginez, on est à des taux faramineux de protéines, de perte de protéines dans les urines, et qui est associé à une diminution du taux de protéines dans le sang, et notamment de l'albumine, qui est la protéine la plus importante du sang. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome néphrotique. Mais ce syndrome néphrotique, il peut être révélateur d'un certain nombre d'étiologies, d'un certain nombre de causes sous-jacentes dont on parlera par la suite. Tu disais que c'est l'albumine qui baisse dans le sang, mais est-ce qu'on perd que de l'albumine dans les urines? Est-ce qu'on peut perdre d'autres protéines? Alors très très schématiquement, la perte des protéines, il faut imaginer que les reins, finalement, le rôle des reins, si on revient un petit peu à la base, c'est d'épurer, l'organisme des déchets. C'est un rôle finalement, c'est 2 filtres, les 2 reins, parce qu'on a pour la grande majorité, de reins, et donc ce rôle de filtre, ça permet d'épurer les déchets de l'organisme, et le but, c'est d'éviter que les protéines fuitent, qu'il y ait une fuite des protéines dans les urines. Donc très schématiquement, on peut imaginer que les reins, c'est une passoire. Vous imaginez, vous faites, la cuisine, une passoire avec, vos pâtes, vos coquillettes, et que les coquillettes, c'est, les protéines. Et donc en temps normal, les reins, le filtre va empêcher les coquillettes, comme la passoire, d'aller dans l'évier, qui finalement peut être, schématiquement, peut correspondre à l'urine, à la vessie avec, la fuite urinaire. Et donc dans plusieurs maladies rénales, le syndrome néphrotique, il y a des trous dans cette passoire, et les coquillettes qui normalement sont retenues dans la passoire vont partir dans l'évier et vont se retrouver dans l'urine. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent donner des trous. On a différents types de trous dans la passoire, et c'est pour ça que, le plus souvent, on va devoir faire ce qu'on appelle une biopsie rénale, pour pouvoir avoir un diagnostic de certitude. C'est rare, c'est relativement effectivement relativement rare, mais qui peut révéler différents mécanismes, différentes maladies causales. Et ce qui est très, très important, c'est de pouvoir faire le diagnostic de la maladie causale, parce que en fonction du type de trou dans la passoire, on va proposer des traitements curatifs qui visent à guérir la maladie, qui vont être parfois très, très différentes d'une maladie à une autre maladie. Donc aujourd'hui, peut-être on se concentrera plus sur ce qu'on appelle le syndrome néphrotique idiopathique, mais sachez en tout cas qu'il y a d'autres maladies générales, notamment le diabète, des maladies immunologiques, le lupus, d'autres glomérulopathies, par exemple la glomérulonéphrite extramembraneuse, qui vont aussi donner des trous dans la passoire et qui vont nécessiter des traitements différents que le syndrome néphrotique idiopathique. Quand on diagnostique le syndrome néphrotique, il y a des risques à court terme. Généralement, c'est surtout le risque de faire des thromboses, donc tu l'évoquais tout à l'heure, par exemple des phlébites, mais pas que. C'est également le risque de faire des infections, ça c'est à court terme. Et à long terme, on a un risque de détériorer sa fonction rénale. Alors effectivement, pourquoi traiter un syndrome néphrotique? Parce que déjà, c'est invalidant pour le patient, prise de poids importante, parfois plus 10 kilos, les œdèmes. Ces œdèmes, ils sont visibles effectivement au niveau des jambes, parfois au niveau des lombes, mais parfois ces œdèmes, ils peuvent même être conséquents au niveau des enveloppes qui entourent certains viscères. On peut être amené à accumuler de l'eau
au niveau des poumons, donc c'est responsable d'un essoufflement. Parfois, le ventre va gonfler, c'est ce qu'on appelle l'acide, à cause, encore une fois, de cette rétention, parce que l'organisme va garder un maximum d'eau et de sel. Ça peut parfois déborder et aller dans le ventre. Ça peut parfois aller autour du cœur. Donc, parfois, il peut y avoir des symptômes. Ça peut mettre en jeu le pronostic vital des patients, d'où l'importance, effectivement, de débuter un traitement symptomatique et puis un traitement curatif en fonction de la cause. Donc ça, c'est les principales complications. À côté de ça, il y a des complications infectieuses parce que la perte des protéines, on a parlé de l'albumine qui est la protéine majoritaire du sang, c'est environ 50-60% des protéines qu'on peut doser dans le plasma d'un patient, mais il y a d'autres protéines qui sont très très importantes, notamment les gamma-globulines. Les gamma-globulines, c'est les anticorps. Lorsque vous Oui. allez vacciner un patient, vous allez lui faire produire des anticorps, des gamma-globulines, des immunoglobulines, et ces immunoglobulines aussi vont être amenées à fuir dans les urines. Donc, il y a ce qu'on appelle une hypogammaglobulinémie qui va favoriser les infections. Il peut y avoir des complications thromboemboliques, donc la survenue de caillots de sang qui peuvent toucher les veines, mais également les artères. Et là, c'est parce qu'on connaît très très bien la physiopathologie, c'est que physiologiquement, chez un sujet normal, il y a un état de régulation qui permet d'éviter justement la formation de caillots parce qu'on a des protéines qu'on appelle des protéines antithrombotiques, des molécules qui empêchent le sang de coaguler. Et dans le syndrome néphrotique, ces protéines vont se mettre à fuir dans les urines. En parallèle, le foie qui synthétise un maximum de protéines va voir que toutes les protéines fichent le camp dans les urines et va se mettre à hypersynthétiser pour essayer de compenser. Et il va synthétiser, là pour le coup, des protéines qui sont procoagulantes, qui favorisent la formation de caillots. Donc on se retrouve effectivement dans un état de physiopathologique qui est propice à la formation de thrombose. Et c'est pour ça qu'on va devoir anticoaguler les patients, mettre des traitements anticoagulants pour prévenir le risque de thrombose, d'embolie pulmonaire, de thrombose de l'artère, de coronaire, d'accident vasculaire, etc., etc. C'est très clair. Et est-ce qu'on peut également, avec cette perte de protéines, risquer une dénutrition à long terme? Alors, à long terme, les conséquences du syndrome néphrotique, pourquoi il est important de déterminer rapidement la maladie causale et d'entreprendre un traitement curatif qui vise à guérir totalement la maladie, c'est-à-dire faire disparaître la protéinurie, c'est parce qu'effectivement, à long terme, on peut aussi avoir un certain nombre de complications. La dénutrition, parce qu'effectivement, on perd des protéines. Alors, il y a très longtemps, quand on a découvert le syndrome néphrotique, un des traitements, c'était de perfuser de l'albumine pour essayer de compenser la perte d'albumine. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte que lorsque vous faisiez une perfusion d'albumine, rapidement, on retrouvait l'albumine dans les urines parce qu'on n'avait pas effectivement traité les fameux trous dans les passoires. Euh, donc effectivement, il peut y avoir des dénutritions quand on a comme ça des syndromes néphrotiques qui persistent qui perdurent avec le temps. Euh, les protéines qui passent dans les reins, une quantité très très importante, c'est aussi délétère pour les différentes structures du rein et ça peut aussi contribuer progressivement à la dégradation de la fonction rénale et à l'apparition d'une maladie rénale chronique qui parfois peut aboutir à une insuffisance rénale plus évoluée. Très Donc il bien. y a des conséquences effectivement à court terme qu'il est nécessaire de prendre rapidement en charge et puis à plus long terme, mais là, ça va vraiment être basé sur le traitement curatif et les moyens de protection rénale qu'on a pour essayer de ralentir la progression de la maladie rénale. Tu as déjà, commencé à aborder, l'origine du syndrome néphrotique. Quelles sont les grandes causes du syndrome néphrotique? Donc, quand vous avez un patient qui vient pour un syndrome, néphrotique, il faut distinguer on va rester dans le syndrome néphrotique idiopathique et c'est une maladie qui est considérée comme une maladie immunologique. Chez l'en Idiopatique, Sans c'est-à-dire cause, on sans connaît cause pas la évidente. cause? Même si maintenant, on connaît de plus en plus la cause, on pense que c'est une maladie du système immunitaire où il y a une dérégulation du système immunitaire. Donc le système qui normalement nous protège contre, les infections, mais pas que, qui est vraiment, finement régulé et l'équilibre de ce système immunitaire est important pour éviter ce qu'on appelle l'auto-immunité, de fabriquer des anticorps contre certaines de nos cellules et donc depuis de nombreuses années, on sait que c'est une maladie du système immunitaire avec la synthèse d'un facteur qui serait toxique pour le rein, qui viendrait se déposer sur les reins et faire les trous dans la passoire à l'origine de la fuite des protéines. Donc dans cette maladie-là, effectivement, le plus souvent, chez l'adulte, on va faire une biopsie rénale pour confirmer qu'on a bien des lésions sous le microscope. Hop, on a un médecin qui s'appelle un anatomopathologiste qui regarde 2 petits morceaux de rein au microscope et qui va nous dire: «Voilà, c'est des lésions qui sont compatibles avec un syndrome néphrotique idiopathique». Pourquoi on fait cette biopsie rénale chez l'adulte? C'est parce qu'il y a d'autres causes, je vous le redis, de syndrome néphrotique avec d'autres lésions histologiques et là, quand on va regarder au microscope, on va dire: «Ah ben non, ce n'est plus un syndrome néphrotique idiopathique, c'est une autre maladie qui va nécessiter un autre traitement».
Donc, par contre, chez l'enfant, la situation est un peu différente. Chez l'enfant, c'est vraiment le syndrome néphrotique idiopathique, c'est vraiment la maladie rénale responsable d'une fuite des protéines dans les urines la plus fréquente. Et donc, chez l'enfant, il faut garder à l'esprit que la biopsie rénale, c'est un geste invasif. Et donc, chez l'enfant, on préfère faire un test diagnostique avec un traitement spécifique dont on parlera par la suite. Et c'est uniquement si au bout d'un certain temps, l'enfant ne répond pas à ce traitement, c'est-à-dire que si la protéinurie persiste, qu'on va faire la biopsie rénale pour être certain de ne pas passer à côté d'un diagnostic alternatif à une autre maladie rénale qui pourrait être responsable du syndrome néphrotique. C'est plutôt une maladie de l'enfant ou plutôt une maladie de l'enfant et de l'adulte jeune? Alors, le syndrome néphrotique idiopathique, c'est plutôt enfant, adulte, jeune, mais ça peut se voir à tous les âges. Sachez par exemple que nous, à l'hôpital Henri Mondor, j'ai pris en charge une patiente dont la première poussée de syndrome néphrotique est survenue à l'âge de 78 ans. Voilà, sans antécédents personnels, sans antécédents familiaux. Donc, on pourra évoquer un petit peu les mécanismes physiopathologiques qu'on suspecte, mais voilà, c'est une maladie qui reste très, très énigmatique, qui survient plutôt chez l'enfant, mais qui n'est pas exclusivement réservée aux enfants. Très bien. Est-ce que tu as des médicaments ou bien des agents infectieux qui peuvent favoriser le syndrome néphrotique? Alors, effectivement, lorsqu'on va faire un diagnostic de syndrome néphrotique idiopathique, il convient d'éliminer un certain nombre d'étiologies, c'est-à-dire de causes qui peuvent être responsables du syndrome néphrotique, parce que idiopathique sans cause, mais parfois, paradoxalement, ça peut être secondaire. Donc, quand on parle de syndrome néphrotique idiopathique, là encore, ça demande vraiment une démarche diagnostique très minutieuse qui permet avant tout d'éliminer un certain nombre de causes secondaires, même si l'origine sans cause est finalement le plus souvent retrouvée. Et donc, on sait qu'un certain nombre de médicaments peuvent être responsable d'un syndrome néphrotique. Je citerai en priorité un médicament qui est vraiment bien connu de la population générale, puisqu'ils sont en libre accès dans les pharmacies, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'on prend régulièrement pour soigner des douleurs, mais qui peuvent être responsables effectivement de problèmes néphrologiques et notamment de syndrome néphrotique. Il y a d'autres médicaments tels que la prise de thymorégulateurs, des médicaments qui régulent l'humeur, notamment le lithium. Et puis, de plus en plus de médicaments qu'on utilise en oncologie pour le traitement de certains cancers, qui sont vraiment des médicaments très, très importants parce qu'ils permettent d'obtenir des rémissions prolongées, malheureusement, peuvent être aussi parfois associés à des effets secondaires rénaux et une toxicité sur certaines cellules rénales. Voilà, c'est notamment le cas ce qu'on appelle les anti-angiogéniques ou de l'immunothérapie qui sont maintenant de plus en plus utilisés et qui ont transformé le pronostic des patients souffrant de problèmes de cancer. Très bien. Tu disais chez l'enfant, on va éviter la biopsie rénale. Ouais. Est-ce qu'elle est systématique chez l'adulte quand tu fais le diagnostic de syndrome néphrotique? Elle est quasiment systématique, sauf peut-être rares cas où justement, le patient, vient, nous dit que depuis une semaine, il prend des INS, il a un syndrome néphrotique. On peut parfois se donner un petit peu de temps et se dire: «Tiens, on arrête le traitement potentiellement responsable dont, on pense qu'il est imputable et qu'il a un rôle important dans la survenue du syndrome néphrotique». Mais quasi systématiquement, chez l'adulte, on va faire une biopsie rénale. C'est un examen donc qui, nécessite à prélever 2 voire 3 petits morceaux de rein pour pouvoir les analyser au microscope avec notre collègue du département qui s'appelle une pathologiste, de département d'anatomopathologie. Cette biopsie, la plupart des patients, à juste titre, lorsqu'ils sont naïfs, ils ne connaissent pas le déroulé, ils sont un petit peu apeurés. Est-ce que tu peux expliquer Ah bah, comment ça se passe? je peux vous expliquer, je peux même vous montrer comment ça se passe. Ah bah c'est Donc effe parfait. Donc, expliquer effectivement, ce qui est important parce que ça fait tout on peut pas dire que le patient va pas appréhender la réalisation d'une biopsie rénale. La biopsie rénale nécessite généralement 3 jours d'hospitalisation. On est hospitalisé la veille de l'examen. Le jour de l'examen, on a la biopsie rénale et on sort le lendemain. On doit informer effectivement le patient des bénéfices attendus et le bénéfice principal, c'est de pouvoir mettre un diagnostic sur la cause du syndrome néphrotique et finalement, alors que pour le moment, on proposait uniquement un traitement symptomatique qui vise à réduire les symptômes, en premier lieu, la rétention et l'accumulation d'eau et de sel dans l'organisme. Là, l'idée, c'est de pouvoir proposer un traitement curatif qui vise à guérir. Donc, bien sûr, on insiste comme quoi la biopsie rénale est un examen crucial pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre en charge de manière optimale la maladie rénale sous-jacente.
Donc ça, c'est le bénéfice. Après, effectivement, il y a des effets secondaires comme tous les gestes invasifs. La biopsie rénale, on va, effectivement prélever 2 petits morceaux de rein, on va passer à travers les tissus, et cette biopsie rénale, parfois, peut se compliquer dans de rares cas, de la survenue d'un épisode de sang dans les urines, parfois d'un hématome. Dans moins de 1 des cas, ça peut nécessiter une transfusion sanguine. Tous ceux qui nous écoutent, la vidéo, elle sera forcément visible sur YouTube. Donc vous pouvez, dans un premier temps, écouter sur les plateformes. Et puis, dans un deuxième temps, si vous voulez voir la démonstration du professeur Audard, ce sera sur YouTube. La biopsie rénale, l'objectif, effectivement, c'est d'aller prélever 2 petits morceaux de rein. Vous êtes, sous repérage échographique. Le patient est allongé, sur le ventre. On fait une anesthésie locale de façon à soulager, le patient et qu'il ne sente pas, l'aiguille. On traverse délicatement la capsule du rein et donc on va prélever un petit morceau de rein qui normalement c voilà, et on a une petite carotte qui va pouvoir être effectivement observée, par notre médecin anatomopathologiste au microscope pour nous donner un diagnostic de certitude. Généralement, la taille, merci beaucoup pour la présentation, Vincent. La taille des carottes, c'est 1 centimètre. Voilà, à peu près. Et donc effectivement, derrière, il peut y avoir, une petite douleur, mais c'est voilà, qui est soulagée et habituellement, le patient sort le lendemain de la biopsie rénale. Il lui est recommandé de ne pas faire, d'efforts violents pendant 10-15 jours, après la biopsie. Donc éviter de faire un long voyage en train, éviter d'aller faire des courses, de porter des enfants. Voilà, et parfois, un arrêt de travail et pour quelques jours de repos peut s'avérer nécessaire. Tout cela surtout pour limiter le risque de saignement. Tout à fait. Mais encore une fois, cet examen est quand même crucial et très, très important pour pouvoir, faire le diagnostic. On ne va pas pouvoir proposer un traitement curatif à l'aveugle sans savoir exactement quelle est la cause exacte de la maladie, rénale et la cause du syndrome néphrotique. Parfois, est-ce que le syndrome néphrotique peut être d'origine génétique? Alors, effectivement, une cause génétique, est parfois suspectée, donc ça peut être déjà dans un cadre, familial. Si vous avez des antécédents familiaux, un frère, une sœur, un oncle, un parent qui a cette maladie, souvent avec parfois une mutation qui a déjà été déterminée. Souvent, il doit être évoqué devant un syndrome néphrotique qui va être résistant au traitement de première ligne. C'est-à-dire le traitement de première ligne, c'est la corticothérapie. Donc, devant un syndrome néphrotique qui est cortico-résistant, on doit évoquer une cause génétique parce qu'on sait que ces formes génétiques, qui sont liées en fait à des mutations de gènes qui codent pour des molécules qui sont présentes au niveau des reins, au niveau et qu'empêchent justement les trous dans la passoire. Normalement, l'agencement de ces molécules les unes aux autres, ça permet d'empêcher les trous dans la passoire. Et imaginez quand vous avez effectivement une protéine qui est mal conformée ou qui est mutée, on va avoir un petit trou et c'est ça qui va entraîner la protéinurie. Et a-t-on des données sur, le nombre de syndromes néphrotiques qui restent d'origine indéterminée? Alors, juste pour dans la continuité, les causes génétiques, quand même, je me permets juste d'insister, ça doit être quand même, on va l'évoquer devant un syndrome néphrotique cortico-résistant, comme je l'ai dit, mais c'est aussi important aussi que c'est quand même assez corrélé avec l'âge de survenue du syndrome néphrotique. C'est-à-dire, on a parfois des syndromes néphrotiques qui surviennent très, très tôt dans l'enfance. Là, systématiquement, on va suspecter une cause génétique. Le syndrome néphrotique idiopathique en tant que tel, l'origine est probablement une dérégulation du système immunitaire. C'est plutôt entre 2 et 14-15 ans le pic de fréquence. Donc c'est vrai que quand ça survient très, très précocement, il va falloir évoquer une cause génétique. Donc après un bilan, exhaustif, généralement, des syndromes néphrotiques de cause indéterminée, on doit être à 10-15. Après, ça va dépendre de la maladie rénale sous-jacente, de ce qu'on va voir en microscopie optique et en immunofluorescence lorsqu'on fait les 2 prélèvements de la biopsie rénale. Mais après, avec un bilan exhaustif, effectivement, avec tous les examens d'imagerie qu'on a et maintenant la présence aussi de certains biomarqueurs, on arrive à avoir un diagnostic relativement précis, de pouvoir mettre un nom de maladie rénale sur l'aspect anatomopathologique, c'est-à-dire sur l'analyse de la biopsie rénale et éventuellement trouver une cause, de la maladie. Alors c'est Et important aussi, excuse-moi Anthony, vas-y, vas-y, je juste t'en pour prie. vraiment qu'on soit bien clair par rapport à tous les progrès qui ont été effectués et notamment ces dernières années. Je vous ai dit que la biopsie rénale, elle est encore obligatoire. Il y a certaines situations et pour certaines maladies, responsables d'un syndrome néphrotique qui devient de moins en moins obligatoire parce que grâce justement à la meilleure compréhension des mécanismes
pathogénique à l'origine de la maladie. Ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de biomarqueurs. Une autre maladie qui est en dehors du syndrome néphrotique idiopathique, qui est aussi responsable d'un syndrome néphrotique, c'est-à-dire d'une fuite de protéines, s'appelle la glomérulonéphrite extramembranaise. Et parfois, avec la réalisation d'une prise de sang, la recherche d'un biomarqueur qui s'appelle un auto-anticorps, puisque c'est une maladie auto-immune, par définition, on fabrique des anticorps contre certaines de nos cellules. La mise en évidence d'un anticorps qui s'appelle anti-PLA2R signe la maladie, la glomérulonéphrite extramembraneuse. Et dans ces cas-là, on n'est plus obligé de faire une biopsie rénale, puisqu'on sait qu'un patient qui a un syndrome néphrotique, une protéinurie à plus de 3 grammes, une hypoalbuminémie et qui a ce biomarqueur, systématiquement, dans le rein, a une glomérulonéphrite extramembraneuse et on va pouvoir commencer le traitement sans avoir la preuve histologique. On peut espérer que dans le syndrome néphrotique idiopathique, dans quelques mois, quelques années, ça sera la même chose, puisque très récemment, une publication internationale très très importante une publication internationale très importante a pu mettre en évidence aussi que possiblement le syndrome néphrotique idiopathique était aussi une maladie auto-immune avec, là encore, une molécule, un anticorps qui normalement nous protège contre les infections, qui vient se diriger contre une molécule qui joue un rôle très très important dans le filtre rénal qui s'appelle la néphrine. Et on en retrouve des anticorps antinéphrine chez 90% des enfants qui ont un syndrome néphrotique et 70% des adultes. Donc pour l'instant, ce test, il n'est pas encore disponible en pratique quotidienne, contrairement aux anti-PLA2R, mais on peut espérer que dans quelques semaines, quelques mois, il sera commercialisé. Et là, lorsqu'un patient viendra avec un syndrome néphrotique, la protéinurie et l'hypoalbuminémie, vous lui ferez le bilan sanguin, vous lui ferez les anticorps anti-PLA2R. S'ils sont positifs, vous direz il a une glomérulonéphrite extramembraneuse, je vais le traiter en tant que tel. S'il a des anticorps antinéphrine, vous pourrez dire il a un syndrome néphrotique idiopathique. Je ne vais sûrement peut-être pas lui faire la biopsie rénale, car je sais qu'il a cette maladie, parce que c'est très spécifique. Et dans ces cas-là, je débute le traitement de première ligne.